Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. L'esprit libre de la finance. Bertrand Badré, Managing Partner de Blue Like an Orange. Donc on a choisi de dire notre économie, c'est plus seulement une économie pilotée par le marché et qui s'autorégule, c'est une économie, on a des objectifs. Et donc on veut une économie qui soit, pour reprendre des mots qu'on entend un peu trop souvent, résiliente, inclusive et durable. C'est ça qu'on a écrit. Et tous les États ont signé. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Simplement, peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque. La faiblesse de ces accords, c'est qu'il n'y a pas de policiers ni juges. Donc ça relève de la bonne volonté des États, de la bonne volonté des entreprises, enfin en gros de notre bonne volonté. Depuis les débuts de FinScale, Bertrand faisait partie de ces invités incontournables que je rêvais d'accueillir. Cet épisode est une plongée dans l'univers de cet investisseur aux multiples talents, reconnu pour sa plume prolifique et son regard affûté sur le monde de la finance. Ensemble, nous explorons les facettes cachées de ce secteur, ses défauts, mais aussi les opportunités incroyables qu'il pourrait offrir si nous prenions aujourd'hui les bonnes décisions. Préparez-vous à un échange sans filtre, riche en enseignements. Bertrand nous livre une analyse d'une rare profondeur parsemée de références à des articles, des ouvrages, des économistes et des décisions politiques majeures. Le constat est clair, il reste tant à accomplir pour réinventer la finance. Nous abordons également Blue Like an Orange, le fonds d'investissement qu'il a fondé pour soutenir les PME dans des régions comme l'Amérique latine. Un projet aussi audacieux que nécessaire. Cet épisode est un véritable concentré d'inspiration et de lucidité. Je vous invite à l'écouter 2 fois pour en capter toute la richesse et l'essence. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour Solène. Merci de me rejoindre pour discuter de sujets qui te tiennent à cœur. Merci beaucoup pour ton temps, sachant l'incroyable agenda de ministre que tu as à gérer. C'est très sympa. J'aurais aimé que tu te présentes à nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas tous. J'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants. Sur le plan professionnel, j'ai passé la plus grande partie de ma vie, comme je l'ai dit dans un de mes livres, à explorer tous les coins et recoins de la finance. J'entends par là tous les aspects de la finance. C'était pas du tout planifié. On m'aurait demandé à 20 ans où je serais à 56 ans, certainement pas devant toi aujourd'hui. Mais, tu te projetais où à ce moment-là ? Non, mais je voyais plutôt une carrière longue dans la fonction publique française. Ok. Voilà. Bon. C'est pas grave, ça s'est pas passé comme ça pour toute une série de raisons, et c'est tant mieux, la vie décide, et c'est son charme. Mais dans un de mes livres, effectivement, j'avais caractérisé ma trajectoire professionnelle, je préfère ce mot à carrière, en disant que j'étais le Forrest Gump de la finance. Alors, c'était à la fois un peu arrogant et un peu malicieux, au sens où effectivement, la vie a voulu que je sois avec un niveau de responsabilité, et d'ailleurs pas forcément toujours le même, pas mal de fois là où ça se passe. Un peu comme Forrest Gump qui se retrouve aux crevettes. Voilà, là où l'histoire se passe. Oui. Et donc c'est vrai que j'ai été fonctionnaire au ministère des Finances à Paris au moment de la mise en place de l'euro. Et donc j'ai travaillé marginalement, j'étais pas du tout en responsabilité, mais en tout cas j'ai vu ce qui se passait. J'ai été banquier d'affaires à Londres au moment de ce qu'on a appelé la nouvelle économie, la première bulle Internet, la bulle .com. J'ai ensuite été à New York quand cette bulle a explosé et quand le World Trade Center s'est effondré. Je l'ai vu de mon bureau. Oh là. J'ai ensuite été 1 an au cabinet de Jacques Chirac, cette fois plutôt sur des questions de finance du développement et de finances durables, mais aussi localisé administrativement et géographiquement dans la cellule diplomatique l'année de la guerre en Irak. Donc c'était pas non plus anecdotique de se retrouver là, c'était même plutôt intéressant. J'ai ensuite de nouveau été banquier d'affaires à Paris sur des questions de restructuration et notamment la restructuration de la dette d'Eurotunnel. Puis j'ai été directeur financier de 2 grands groupes bancaires, le Crédit Agricole et la Société Générale de 2007 à 2013, pendant la crise financière. J'étais vraiment en première ligne au moment où, en gros, le système a failli craquer. Et donc, c'était une expérience intéressante, forte. Mais en même temps, ça m'a permis de voir comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Comment on corrige, etc. Et l'histoire a continué, puisqu'ensuite, j'ai été recruté comme directeur général à la Banque mondiale au moment où on réparait la crise. Et au moment où on pensait à l'après.
Et notamment, j'ai été très impliqué par construction dans toutes les discussions qui ont amené à l'adoption des objectifs de développement durable à New York en septembre 2015, aux accords de Paris sur le climat en décembre 2015, et puis moins connu au partenariat pour le développement qui avait été adopté à Addis Abeba en juillet de la même année. Et puis derrière ça, j'ai appuyé sur le bouton pause pour écrire un livre Can Finance Save the World, avec un titre un peu provocateur, parce que je pense que même si on faisait un sondage aléatoire dans n'importe quelle rue de la planète, on aurait entre 98 et 100% des gens qui répondraient si déjà la finance arrêtait de ruiner la planète, ce serait bien. Alors la sauver, faut pas trop en demander. Et finalement, de quoi traitait ton livre ? En fait, c'était à la fois rétrospectif et prospectif. C'est-à-dire que j'avais vécu, à 200 à l'heure la période de 2007-2017 en fait. Comme directeur financier de deux banques, puis directeur général de la Banque mondiale. Donc j'ai eu un moment de bascule de nos systèmes. J'étais au cœur de cette bascule, et donc j'avais besoin d'essayer de faire sens de cette expérience. Donc j'essaie de regarder rétrospectivement qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça signifie, et en même temps, prenant appui sur des accords qu'on avait signés en 2015, est-ce qu'au fond, ces accords étaient sérieux ? Est-ce qu'on croyait sérieusement qu'on allait arriver à atteindre les objectifs climat ? Est-ce qu'on croyait sérieusement que la feuille de route 2030 des objectifs de développement durable allait fonctionner ? Est-ce qu'on croyait sérieusement qu'on allait remettre à plat les relations Nord-Sud ? Et quel rôle pouvait jouer la finance ? Donc c'est un livre qui était relativement optimiste. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.